Mesdames et messieurs, chers participants, bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par Cap Emploi 71, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIP-HFP, et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire. Alors, engagé aux côtés de ses partenaires, le Centre de gestion 71 accompagne les employeurs territoriaux du département de manière à promouvoir l'apprentissage, l'insertion et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap. Je suis David Dufay, coordinateur administratif du pôle santé qualité de vie au travail, également en charge de la question du handicap au centre de gestion. Je serai votre animateur durant ce webinaire d'une durée de 50 minutes. Alors, ce webinaire est organisé dans le cadre de la 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui a pour thématique cette année handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances. Malgré les avances réalisées ces dernières années, les chances pour une personne en situation de handicap d'accéder à l'emploi restent plus faibles que celles qui ne sont pas porteuses d'un handicap. En 2023, le taux de chômage des personnes en situation de handicap en capacité de travailler s'élevait à 12% contre 7% pour l'ensemble de la population. Alors, au-delà de ce constat, des solutions existent pour les employeurs des collectivités du département. Le centre de gestion Cap Emploi 71 et le FIPHFP proposent différentes mesures d'accompagnement personnalisées et qui peuvent être mobilisées à toutes les étapes d'un parcours. Cet événement est donc un moment privilégié pour sensibiliser, mobiliser les acteurs du monde professionnel autour de la question de la thématique du handicap au travail. Et pour aborder ce sujet des parcours professionnels, plusieurs intervenants, tous acteurs du handicap, de l'insertion, de la sécurisation des parcours, mais aussi de l'évolution et du reclassement professionnel, co-anime ce webinaire. J'ai donc pour ce temps d'échange Madame Cécile Talmar, qui est responsable de service accompagnement vers l'emploi au Cap Emploi 71. Madame Irène Pellat, responsable de service maintien dans et en emploi au Cap Emploi 71. Monsieur Fabrice Gers, directeur territorial au handicap à la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté du FIPHFP. Madame Sabine Thaler-Léonard, responsable du pôle emploi mobilité emploi, et Madame Mégane Felus, sa collaboratrice chargée de l'évolution et des reclassements professionnels. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté l'invitation permettant de faire de ce webinaire l'occasion d'échanges fructueux et de partage d'expériences enrichissants. Alors, dans une première partie, nous commencerons par vous présenter un état des lieux avec des chiffres clés et les tendances actuelles concernant l'emploi des personnes en situation de handicap, puis nous vous apporterons un éclairage sur les difficultés particulières rencontrées par ces personnes dans leur parcours professionnel, puis nous verrons que des dispositifs d'accompagnement vers, dans et en emploi existent et que bien souvent ils sont méconnus par les employeurs territoriaux et les agents. Et enfin, dans une dernière partie qui servira de conclusion, il sera question de bonnes pratiques et de perspectives au niveau de l'évolution pour une meilleure inclusion. Votre participation active, bien sûr, contribuera à faire avancer la réflexion sur ce sujet crucial. C'est un webinaire, vos micros et vos caméras ont été coupés, mais vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans la chatbox. Ce webinaire est enregistré et vous sera donc possible de le revoir en replay sur notre page YouTube. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite donc un excellent webinaire. Et je vous propose de commencer avec notre premier intervenant, Monsieur Goertz. Vous êtes donc, comme je le disais en introduction, directeur territorial au handicap à la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté du FIPHFP. Le 1er janvier 2025, le centre de gestion va renouveler sa convention avec le FIPHFP pour une durée de 4 ans. Alors, Monsieur Goertz, pouvez-vous nous présenter le FIPHFP, quelles sont ses missions et surtout comment peut-on le solliciter? Merci, Monsieur Dufay. Eh bien, du coup, effectivement, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public qui a été créé par la dernière grande loi concernant le handicap, la loi de 2005.
Donc, on va bientôt fêter les 20 ans de la création de cet établissement. Et les missions du FIP-HFP, elles sont comparables à celles d'un autre état, d'une association que vous connaissez sans doute, c'est l'AGFIP pour le secteur privé, d'insertion et de maintien en emploi. Et donc, la principale action qui est visible pour les employeurs, en fait, c'est l'attribution d'aides financières pour leur permettre justement de compenser d'éventuels surcoûts liés à des actions de maintien et de favoriser des actions d'insertion en emploi. Voilà pour la présentation du fonds. D'accord. Alors, donc on a bien compris que le FIPHFP donc s'occupait des trois versants de la fonction publique. Et aujourd'hui, est-ce que voilà, on sait, hein, on a des chiffres en 2022, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique était de 5,45%. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour 2024, mais est-ce que pour 2023, est-ce que ce taux a progressé ou au contraire baissé? Alors, en fait, le taux, alors on parle de taux direct parce que maintenant, effectivement, le taux d'emploi, il y a eu une réforme en fait de la déclaration. Vous avez sans doute entendu parler il y a quelques années encore du taux légal qui permettait de transformer des dépenses principalement directement vis-à-vis des agents ou en situation de handicap ou vis-à-vis des ESAT et des EA, permettait de transformer un taux, enfin de compter son taux en plus des effectifs réellement présents. Mais maintenant, on parle de taux direct. Donc maintenant, on prend en considération uniquement les personnes qui sont effectivement en emploi chez l'employeur. Et donc, ce qui est à remarquer, c'est que dans la fonction publique, en fait, on a toujours eu une progression du taux chaque année. Et c'est encore le cas, en fait, sur la dernière déclaration officielle. On a eu une progression. Donc là, on est à 5,66 pour toute la fonction publique. Et puis, depuis que les employeurs déclarent, on peut constater une progression en fait de 3 points, puisqu'on avait démarré un peu plus de 3,5 en 2006. Et donc maintenant, on est à 5,66, donc pas très loin en fait du taux cible de 6%, qui est le taux légal minimum obligatoire. D'accord. Alors, du coup, au niveau de la fonction publique territoriale, nous, comment on se situe par rapport aux autres versants de la fonction publique? Alors, effectivement, ça, c'est également aussi de manière régulière au cours des années. La fonction publique territoriale a toujours eu une dynamique plus forte, en fait, que dans les deux autres versions de la fonction publique. Et donc, la fonction publique territoriale, à la dernière déclaration, était à un taux de 6,89. Donc, largement au-dessus maintenant des 6% en moyenne. Et en 2022, on était à 6,72. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a eu une vraie dynamique, hein. La territoriale a commencé à peu près au même niveau que les deux autres versants en 2006. Et maintenant, en fait, elle est largement en moyenne, au-dessus de l'obligation. Je vais quand même citer les taux pour les deux autres fonctions publiques. On est à 4,64 pour la fonction publique d'État, qui est celle qui est la plus en retard, et à 5,64 pour la fonction publique hospitalière, donc il y a une fonction publique qu'on aura a priori en moyenne, si la progression est toujours linéaire, on anticipe effectivement un dépassement du taux au niveau national dans 2 ans. Voilà. Et donc pour la Bourgogne-Franche-Comté, on a un taux d'emploi pour la fonction publique territoriale qui est même au-delà, qui est à 6,93. Donc on est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Pour la fonction publique hospitalière, on est bientôt aux 6%, là on a 5,99. Et la fonction publique d'État, mais ça je reviendrai dessus sur cette caractéristique particulière pour la fonction publique d'État en vision régionale, on est à 5,05. Voilà. D'accord. Alors, comment finalement, nous, enfin, territorial, on dépasse un peu cet objectif légal des 6%. Est-ce que vous avez des données ou pour un peu éclairer les participants? Oui, c'est effectivement une question qui est souvent posée. Alors en fait, quand on regarde de près, en fait, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet écart, notamment entre la fonction publique d'État et les deux autres versants de la fonction publique, et avec une avance, hein, sur la fonction publique territoriale, il y a des effets, ce qu'on appelle des effets de structure, puisqu'enfin on va retrouver les catégories, disons, de bénéficiaires d'obligations d'emploi plutôt concentrées sur les catégories C. Et en fait, les catégories C sont quand même beaucoup plus représentées dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et c'est même beaucoup plus marqué pour la fonction publique territoriale, puisque les trois quarts, en fait, des personnels relèvent de la catégorie C. Donc il y a déjà cet effet-là.
qui fait que du coup, on retrouve effectivement les populations bénéficiaires d'obligations d'emploi de manière plus importante. Après, on va retrouver aussi des métiers à usure professionnelle de manière plus concentrée dans la fonction publique territoriale. Et ça concerne aussi la fonction publique hospitalière. Et donc, du coup, l'usure professionnelle, hein, je rappellerai que le handicap, il survient plutôt avec l'âge. Hein. C'est la majorité des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, ce sont des personnes en fait qui sont plus âgées et sur des métiers à usure professionnelle. Donc, du coup, effectivement, la fonction publique territoriale a cette réalité-là. Et puis, pour peut-être également le fait que la fonction publique territoriale, on retrouve également, mais j'y reviendrai sans doute dans notre échange, on y retrouve aussi plus de moyens consacrés à l'accompagnement des personnes. Notamment, par exemple, on est la preuve, le partenariat qu'on a depuis 2008 avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui est aussi un moyen aussi de déployer des ressources pour mieux accompagner les personnes qui sont en risque d'inaptitude et en risque de désinsertion professionnelle. D'accord. Une autre question, maintenant qu'on a ces données chiffrées, on entend souvent le terme de BOE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors, pour certains, c'est peut-être clair, mais pour d'autres, ça mérite peut-être d'apporter une précision, en tout cas. C'est quoi un BOE? Alors, les bénéficiaires d'obligation d'emploi, effectivement, ça correspond à l'obligation de déclaration. Donc, il y a des catégories qui sont bien identifiées dans un décret. Et donc, du coup, en fait, chaque employeur qui ont plus de 20 ETP doivent faire une déclaration comme pour le secteur privé, mais là, vis-à-vis du FIP, des bénéficiaires d'obligations d'emploi ou de l'absence. Hein, voilà. Et donc, en fait, il y a pas mal de catégories, une dizaine de catégories qui sont recensées à ce titre-là. Après, c'est assez logique, on assimile souvent à RQTH la reconnaissance de qualité handicapée au statut de bénéficiaire d'obligation d'emploi, puisqu'en fait, les trois quarts en fait, des bénéficiaires d'obligation d'emploi sont associés à un justificatif qui est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui est attribuée par les MDPH. Voilà, donc c'est effectivement. Après, on a d'autres catégories qui sont un peu plus petites, évidemment, mais très importantes pour les employeurs, sachant qu'on peut cumuler plusieurs critères et que c'est l'employeur en fait qui fait son choix. En général, il va choisir le justificatif qui est le plus simple pour lui. Donc souvent, ça va être la RQTH, mais vous avez également les agents qui ont été reclassés. Et donc, c'est un peu moins d'un sur 10, en fait, dans nos déclarations auprès du FIP qui relèvent de cette catégorie. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une RQTH. Si on a bénéficié d'un reclassement au titre administratif, hein, du point de vue réglementaire, du coup, on peut également, pour l'employeur, Alors, alors, déclarer ses personnels. Et puis, il y a aussi les titres. Oui, allez-y. oui, Non. alors, j'allais, parce que Et puis, on a les bénéficiaires de l'allocation. vous apparaissez saccadé. Vous m'entendez? Ah, désolé. Oui, je vous entends très bien, Monsieur Dufay. Voilà. Alors du coup, on n'a pas entendu la fin de votre explication. Ah, Vous désolé. parliez de catégories qui étaient pour le coup la plus simple, c'était la RQTH. Alors par exemple, souvent on me pose la question, est-ce que un agent qui a été voir le médecin du travail et qui a une restriction, est-ce que ça fait partie de la liste des bénéficiaires d'obligations d'emploi? Alors, les agents avec restrictions posées par le médecin du travail ne relèvent pas de la catégorie des bénéficiaires d'obligations d'emploi. Par contre, cette confusion s'explique puisque nous avons une exception par rapport au secteur privé. En fait, les aides du FIP sont ouvertes partiellement aux agents avec restriction d'aptitude, c'est-à-dire en fait aptes à leur poste, mais avec restriction. Ça peut, par exemple, être du port de charges lourdes. Donc, ces agents-là bénéficient en fait, les employeurs peuvent solliciter des aides au titre des aménagements de poste du travail. C'est pour ça que ça explique en fait cet écart. Hein. Voilà. Et donc, dans Et, les autres. Oui. et du coup, aujourd'hui, vous savez combien à peu près on a de bénéficiaires d'obligations d'emploi dans la fonction publique, d'une manière générale, sur les Alors, trois quatre cents, hein. au niveau national, on a un peu moins de 270 000 personnes.
qui sont concernés. Hein, c'est une progression de 4%. Et donc là, on voit au travers de ce chiffre qui progresse de 4%, en fait, l'effet de la pyramide d'âge. Hein, puisque je l'évoquais, le handicap survient souvent avec l'âge. Et donc, du coup, le vieillissement de la population active dans la fonction publique explique également effectivement ce phénomène. Et puis, dans la fonction publique territoriale, on est à un peu moins de 120 000 personnes déclarées, alors que la fonction publique d'État, c'est un peu moins de 100 000. Et puis, la fonction publique hospitalière, c'est un peu moins de 60 000. Ce qui fait que la fonction publique territoriale, elle est plus représentée hein, par rapport à son poids dans la fonction publique en général. Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, on peut retenir à peu près un peu moins de 8 000 personnes. À peu près la moitié, c'est la fonction publique territoriale. Et puis, 3 000, c'est l'hospitalière. Et la fonction publique d'État, c'est très peu, mais ce n'est pas le reflet de la réalité. C'est que quand un employeur public déclare, quand il s'agit d'un ministère, tout est rattaché à l'Île-de-France, puisque les services centraux déclarent. Ce qui fait que nous n'avons pas la visibilité sur le nombre d'agents relevant des services déconcentrés de la fonction publique d'État. Par contre, c'est le reflet correct pour l'hospitalière et la territoriale, puisque les employeurs sont rattachés disons, à la région du point de vue juridique. Alors, on a parlé tout à l'heure, vous parliez de déclaration hein, des bénéficiaires d'obligations d'emploi. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un employeur ne respecte pas son obligation d'emploi? On le sait, hein, il doit verser une contribution au FIPHFP. Les dernières données que nous avions, c'était qu'en 2022, pour les trois versants de la fonction publique, ces contributions, pardon, s'élevaient à environ 170 millions d'euros. Alors, est-ce qu'en 2023, ces contributions ont-elles continué d'augmenter ou au contraire baissé? Alors, elles ont baissé. Après, on s'y attendait, hein. C'est-à-dire que les 170 millions d'euros, c'était vraiment un effet exceptionnel, puisqu'en fait, on a eu une réforme de la déclaration d'emploi en 2020 qui a supprimé certaines exemptions, notamment du ministère de l'Éducation nationale, qui ne contribuaient pas jusqu'à récemment. Et donc, une partie de cette exemption a été supprimée, ce qui fait que ça nous a apporté des ressources un peu exceptionnelles. Hein. Et puis, il y a eu des gros redressements suite à contrôle lors de cette année-là. Alors là, on est quand même sur un rythme de ressources qui est quand même suffisamment importante pour faire face à nos engagements. Et donc, au titre de la dernière déclaration, le FIP a perçu 148 millions d'euros. Hein. Donc, c'est un chiffre, si vous voulez, il y a eu des échanges lors de difficultés financières du FIP vers 2017-2018. On estime qu'il nous faut au moins 130 millions d'euros en ressources pour faire face à nos engagements et aux besoins des employeurs. Et pour faire juste un éclairage sur les contributions en Bourgogne-Franche-Comté, les contributeurs, en fait, employeurs publics, ont contribué à un peu plus de hauteur de 3 millions d'euros, un peu plus de 3 millions d'euros. Et la fonction publique territoriale, c'est 1 million d'euros de contribution. Et en fait, le plus gros contributeur au niveau de la région, puisque les fonctions publiques d'État contribuent au niveau national, c'est 1,5 million. Et notamment parce que justement, même si le taux d'emploi en moyenne est proche de 6%, en fait, ça cache aussi une grande disparité entre les établissements hospitaliers. Et ce qui fait que du coup, quand on a un gros employeur, en fait, ensuite, il y a un barème progressif. Et donc, ça peut coûter très cher, en fait, quand on est aux alentours même de 4,5-5%, ça continue quand même à coûter assez cher aux employeurs. Mhm. D'où l'intérêt d'être bien à jour dans sa déclaration et surtout ne pas l'oublier parce que la conséquence, bah, c'est que le FIP peut venir Oui. aller voir la collectivité en disant attention, vous n'avez pas respecté votre déclaration et maintenant vous allez être obligé de verser une contribution ou en tout cas vous allez être contrôlé quoi. Tout à fait, c'est très important. Alors, le fait de ne pas déclarer, ça a des conséquences assez concrètes en fait pour un employeur, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa situation, puisque depuis quelques années, en fait, le fonds maintenant enfin, ne revient pas en fait sur le fait qu'un employeur n'a pas déclaré au-delà du mois de juillet de chaque année, hein, puisque la déclaration doit être faite au plus tard fin avril. Et souvent, on a toujours à peu près une trentaine d'employeurs dans la région, par exemple, qui ne sont pas, ont omis de déclarer.
On gagne un peu de temps, mais c'est vrai que sachez que si vous recevez un courrier qui constate une indemnité forfaitaire, une fois qu'elle est émise par le comptable du FIP, il n'y a plus aucune, quasiment plus aucune possibilité de faire une remise gracieuse. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et il faut vraiment que l'établissement concerné puisse présenter une impossibilité financière pour éviter d'avoir l'indemnité forfaitaire. Et l'indemnité forfaitaire, c'est assez simple. En fait, le FIP calcule la contribution comme si vous aviez zéro BOE. Et donc, zéro BOE pour un gros employeur. Par exemple, pour un département, ça fait une facture d'à peu près 1 million d'euros. Hein. Bon, le message en tout cas est passé. Gare aux retardataires. Voilà. Euh, au niveau des aides directes, aujourd'hui, le FIPHFP, à combien s'élève le montant de ces aides? Alors, les montants des aides directes, on a à peu près un budget de dépenses qui est de l'ordre, suivant les années, entre 110 et 120 millions d'euros. Donc, l'année dernière, on était à 110 millions d'euros. Et les aides directes, c'est la moitié. Donc, l'année dernière, on était à 60 millions d'euros d'aides directes. Et sur ces 60 millions d'euros directs vis-à-vis des employeurs, versés aux employeurs, en gros, vous avez un tiers qui est sollicité via la plateforme des aides. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas, c'est le mode normal de sollicitation. Vous faites rembourser au fur et à mesure de dépenses que vous présentez auprès du fonds, dans la limite d'un plafond de 40 000 euros par année. Et puis, vous avez 40 millions d'euros qui, elles, ont été versés au titre du conventionnement, c'est-à-dire un partenariat pluriannuel avec des employeurs de plutôt grande taille, avec qui on a fixé des objectifs de maintien et d'insertion en emploi. Ce qui explique du coup que les montants sont un peu plus conséquents parce qu'on a affaire à des employeurs plus grands et surtout sur des engagements aussi plus forts en termes d'insertion. Alors, on a des incitations hein, par le FIP, mais malgré tout, on voit encore qu'il y a des obstacles à l'embauche et au maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap dans la fonction publique. À votre avis, quels sont ces principaux obstacles? Alors, on a le retour un peu d'expérience de nos partenaires tels que Cap Emploi, hein, et puis on a le retour d'expérience des employeurs qui sont en partenariat avec nous et des centres de gestion. Donc, en gros, je vais faire simple, on retrouve systématiquement à peu près les mêmes obstacles. C'est la difficulté parfois de trouver des candidats en situation de handicap qui correspondent au profil recherché. Donc ça, c'est le problème de match entre l'offre et la demande. C'est aussi, ça peut paraître surprenant, mais encore une assez forte méconnaissance des employeurs sur les possibilités d'aide financière, qui peuvent être aussi un obstacle, notamment en termes d'insertion. Par exemple, le recours à l'apprentissage, il y a encore une méconnaissance du fait qu'on peut financer jusqu'à 80% de la rémunération d'un apprenti en situation de handicap. C'est quand même fortement facilitateur. Et puis, de manière plus large aussi, le fait que parfois les employeurs se sentent un peu isolés et ont une méconnaissance des moyens auxquels ils peuvent avoir recours, notamment des partenaires tels que Cap Emploi. Et puis en interne aussi, parfois le manque de moyens humains, parce que parfois recruter, ça demande aussi de l'accompagnement, tel que du tutorat. Il faut aussi pouvoir avoir un référent handicap, normalement. Il faut aussi accéder aux médecins du travail, ce qui n'est pas toujours évident, notamment en Saône-et-Loire. Donc, c'est effectivement des freins assez importants qu'on détecte et c'est valable également sur le maintien en ce qui concerne les partenariats externes ou le recours aux médecins du travail. Et puis, pour la partie maintien, peut-être aussi le fait que ça aussi, c'est ce qu'on essaie aussi d'inciter, c'est d'avoir aussi une action suffisamment préemptive par rapport à des métiers à usure professionnelle et de ne pas se retrouver en situation où les agents sont en grave difficulté pour commencer à engager des actions. Hein, il y a eu pas mal d'évolutions réglementaires, comme la période de préparation au classement, le fait qu'on incite aussi à prévenir l'usure professionnelle, justement parce qu'on constate que sinon on va vers l'échec quand on attend trop longtemps d'engager des actions pour pouvoir anticiper sur la désinsertion professionnelle des personnes. Alors, peut-être, il y a peut-être des pistes, hein, donc ça sera peut-être la suite de nos intervenants. Mais pour moi, les pistes qui sont quand même sur le volet insertion, c'est vraiment renforcer le partenariat avec le service public de l'emploi, puisque à la fois France Travail et puis Cap Emploi, justement, engagent aussi des ressources complémentaires avec un service offert aux employeurs renforcé.
Et puis, sur l'aspect interne pour les employeurs, c'est la formation et la sensibilisation pour une meilleure connaissance des aides. Et puis, donc, on a notre outil Handipact, hein, qui est un outil, en fait, on peut s'inscrire à notre réseau Handipact. C'est ouvert à toute personne qui se sent concernée par le sujet, pas que les référents handicap. Évidemment, le centre de gestion est effectivement un référent important. Et puis, un partenaire précieux comme Cap Emploi, évidemment, me semble tout à fait important pour essayer voilà, d'améliorer les choses. En fait, ce que je peux retenir en conclusion, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont possibles. Il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisables. Et en fait, souvent, les employeurs peuvent passer à côté justement du fait de cette méconnaissance. Voilà. Et on ne leur demande pas aux employeurs d'être des spécialistes du handicap, mais par contre d'être sensibilisés à ces questions-là de manière à avoir recours à des professionnels spécialisés. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur Bah, cet en tout échange. cas, merci, merci pour cet éclairage. Vous avez parlé justement de Cap Emploi. Eh bien, je vais passer donc la parole à Madame Talmar et Madame Pellat. Madame Talmar, vous êtes responsable du service accompagnement vers l'emploi au Cap Emploi 71. Madame Pellat, responsable du service maintien dans l'emploi au Cap Emploi 71. Donc, on a entendu en conclusion hein, de Monsieur Gertz que des dispositifs d'accompagnement vers et dans l'emploi existaient, mais étaient souvent méconnus des employeurs territoriaux, c'est-à-dire que voilà, hein, les employeurs ne connaissent pas et passent souvent à côté de certaines aides. Alors, pour offrir un accompagnement complet aux collectivités et aux personnes en situation de handicap, une convention, là aussi, entre le CDG 71 et Cap Emploi 71 est en cours de renouvellement. Alors, Madame Telmar, est-ce que vous pouvez nous présenter Cap Emploi ou Madame Pellat, mais pouvez-vous, parce que vos fonctions suggèrent deux missions distinctes concernant d'une part l'accompagnement vers l'emploi et le maintien dans et en emploi. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Oui, bonjour à tous. Donc Cécile Talmar, responsable du service accompagnement vers l'emploi pour Cap Emploi Saône-et-Loire. Alors avant de vous présenter en quelques mots notre offre de service, juste un petit rappel parce que donc les Cap Emploi sont aujourd'hui financés par la GFIP et le FIPHFP pour l'accompagnement dans l'emploi et par France Travail pour l'accompagnement vers l'emploi. Et son pilotage en est assuré par l'État. Cap Emploi Saône-et-Loire intervient sur tout le département pour accompagner les employeurs, et ce, quelle que soit leur obligation d'emploi, qu'ils soient moins de 20 ou plus de 20 salariés, peu importe, et surtout quel que soit leur statut privé ou public. On va vraiment accompagner tous les employeurs dans leur démarche de recrutement ou de maintien dans l'emploi. Et nous déployons la même offre de service pour tout le monde. Merci Cécile. Irène Pellat, donc responsable du service maintien dans l'emploi sur l'ensemble du département. Euh, Comme le disait Cécile, nous intervenons auprès de tous les employeurs, mais aussi auprès de tous les fonctionnaires ou contractuels à partir du moment où ils ont au moins un an d'ancienneté et que leur situation de handicap est reconnue. Tout à l'heure, Fabrice Gers nous rappelait très justement les différents bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Nous intervenons effectivement auprès des bénéficiaires de l'obligation d'emploi lorsque ces personnes sont reconnues. Excusez-moi, j'ai un problème technique. Voilà, ça vient. Donc, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, comme cela vous a été expliqué tout à l'heure, cela peut provenir soit de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées. Cela peut être aussi l'assurance maladie, notamment pour les contractuels, qui peuvent leur permettre d'accéder à des titres complémentaires, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires d'emploi mais qui ont été inaptes ou qui sont en cours de reclassement, et pour les personnes qui ont été reconnues aptes, mais avec des restrictions qui ont été clairement identifiées par le médecin du travail, eh bien pour toutes ces personnes-là, les services de Cap Emploi sont également disponibles.
Donc, je laisse Cécile Oui. continuer sur la présentation de la partie accompagnement vers l'emploi. Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de recrutement, hein, et ça, quelle que soit votre obligation d'emploi, hein. On va intervenir à partir du moment où vous avez le souhait de recruter une personne en situation de handicap. On va pouvoir vous accompagner sur ce volet. Lorsqu'un employeur nous contacte, on va d'abord analyser sa demande pour pouvoir l'orienter vers le bon service et le bon interlocuteur. Voilà, et on va d'abord déterminer est-ce que votre besoin est plutôt sur le volet maintien ou sur le volet recrutement. Lorsque nous sommes sollicités pour un besoin de recrutement, nous avons une chargée de relations entreprise, Myriam Corsin, à qui on va transmettre la demande et qui va faire avec vous une analyse du poste. Alors, soit par téléphone, soit idéalement en se déplaçant aussi dans vos locaux pour voir avec vous toutes les caractéristiques du poste, quels sont vos besoins particuliers et les contraintes du poste pour pouvoir ensuite sourcer le bon candidat. Elle va pouvoir aussi se faire le relais auprès des teams handicap. Alors, Monsieur Gertz, tout à l'heure, parlait de notre rapprochement Cap Emploi avec France Travail depuis 2 ans maintenant. Donc, au sein de chaque agence France Travail, ont été créées des équipes handicap auxquelles sont associés les conseillers Cap Emploi, mais également des conseillers de France Travail qui ont été formés au recrutement et accueil des personnes en situation de handicap. Et donc, Myriam, quand elle a une offre d'emploi, elle va pouvoir la relayer auprès de ses teams pour élargir notre sourcing. Et elle va également pouvoir être force de proposition par rapport aux mesures d'accompagnement ou d'aide à l'embauche qui seront les plus appropriées en fonction du candidat qui sera retenu. À partir du moment où un des bénéficiaires va être recruté, le conseiller de ce bénéficiaire prendra le relais pour la mise en place du suivi dans l'emploi qui va être déterminé avec vous et avec la personne. Et c'est une période qui va permettre de vérifier avec vous si tout se passe bien ou si des mesures vont être nécessaires pour réajuster les choses et faire en sorte que le contrat de la personne puisse se pérenniser. Ça va être la possibilité de mettre en place des actions de formation, des actions d'aménagement de poste, par exemple. À l'issue de cette période qu'on appelle suivi durable, pour certaines situations pour lesquelles on pourrait détecter une certaine fragilité ou en tout cas pour lesquelles il faudra être en vigilance, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une action de veille sur une durée plus importante, une durée de 18 mois et pendant laquelle on pourra avoir quelques contacts avec vous et la personne pour s'assurer de comment les choses se passent et pouvoir réajuster les choses le plus rapidement possible et éventuellement basculer sur un maintien dans l'emploi si nécessaire. Tu peux cliquer, Irène, s'il te plaît. Oui, oui, très bien. Quelques outils pour vous accompagner et dans cette démarche de recrutement. Nous pouvons mettre en place des périodes de stage en entreprise qu'on appelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel qui vont vous permettre, par exemple, de vérifier quelles sont les compétences de la personne et si elles correspondent bien à vos besoins, de vérifier si les contraintes de santé de la personne sont compatibles avec le poste avant de vous engager sur un recrutement. C'est également un outil qu'on utilise régulièrement en amont du recrutement
pour aider nos candidats à valider leur projet professionnel ou tout simplement, dans un premier temps, découvrir des métiers dans le cadre de leur reconversion professionnelle. On a la possibilité également de mettre en place des contrats aidés qu'on appelle des PEC, qui donnent le droit à l'employeur de percevoir une aide à l'embauche en contrepartie d'un accompagnement à la personne de la personne qui est recrutée. Voilà, donc ces contrats aidés sont mis en place suite à un arrêté préfectoral qui en fixe les conditions de durée, de montant de l'aide. Alors, cette enveloppe a un peu diminué ces dernières années, mais elle existe encore et le public en situation de handicap est un des publics prioritaires pour accéder à ce type de contrat. Et puis, on va mettre en place également ce qu'on appelle des appuis experts qui permettent d'identifier les conséquences du handicap et les moyens de compensation pour la personne. Ce sont des prestations qu'on va mobiliser auprès d'experts d'une situation de handicap. Nous, Cap Emploi, on pourrait nous considérer comme un généraliste du handicap parce qu'on accompagne des personnes qui ont tout type de handicap, que ce soit moteur, visuel, cognitif, etc. Donc, on connaît bien toutes ces situations de handicap, mais parfois, on a besoin de s'appuyer sur un expert d'une typologie de handicap pour aller plus loin dans l'accompagnement et pouvoir repérer les besoins de compensation qui vont être nécessaires pour la personne. Et puis, bien entendu, à partir du recrutement, on a la possibilité aussi de vous accompagner sur l'aménagement du poste de travail de la personne si celui-ci est nécessaire. Concernant maintenant la partie maintien dans l'emploi, donc là on se situe lorsque l'agent a déjà un petit peu d'ancienneté au niveau de la collectivité et on se rend compte qu'il y a un besoin d'adapter sa situation de travail pour éviter des difficultés accrues et d'arriver jusqu'à une rupture du lien contractuel. Donc nous sommes une équipe de 4 chargés de mission sur l'ensemble du département. Et notre rôle, c'est de ne pas intervenir tout seul. On intervient toujours à plusieurs, en lien toujours avec le médecin du travail, en lien avec l'employeur, où on va, comme pour l'insertion professionnelle, d'abord analyser la demande, s'assurer que tous les acteurs sont partants sur la démarche pour rechercher conjointement une solution. De la même manière que pour l'insertion professionnelle et la recherche de candidats, on va aller sur place, étudier le poste de travail. On va faire cette action-là en lien avec la personne concernée pour vraiment se rendre compte de l'environnement dans lequel elle se situe, comprendre son activité, comment elle travaille, quelles sont ses contraintes, quel est l'enjeu aussi avec les collègues, avec l'environnement et pouvoir essayer de déterminer une solution qui sera concertée entre l'agent, son employeur, le collectif, et que la solution proposée ne soit pas une usine à gaz, qu'elle soit pragmatique et qu'elle puisse véritablement servir à compenser une situation de handicap sans mettre à mal toute une organisation. Ensuite, lorsque cette solution ou ces solutions ont été identifiées, alors on parle de solutions techniques, on peut parler aussi de réorganisation, on peut parler d'action de formation. Lorsque ces éléments sont identifiés et qu'il s'agit par exemple d'aménagement technique, on peut aller jusqu'à rechercher les fournisseurs adaptés, vous proposer des devis, parfois des tests de matériel, et on vous fournit un cahier des charges, des éléments clés en main avec un chiffrage pour que vous puissiez faire votre demande d'aide financière auprès du FIPH-FP. On s'assure ensuite que tous ces éléments sont bien compris par tout le monde et on vous laisse la main en tant qu'employeur
pour pouvoir solliciter ces aides et mettre en œuvre la solution qui aura été identifiée et validée par tout le monde. On ne vous laisse pas comme ça. On fait un suivi 3 mois après la restitution de ces propositions de solutions pour nous assurer que vous avez bien pu mettre en œuvre ce qui a été identifié. Et on renouvelle ce suivi 3 mois après, donc à 6 mois. Et si il y a des difficultés ou que l'ensemble des solutions n'a pas été mise en œuvre, on peut vous orienter vers le FIPHFP et essayer de vous aider à trouver une solution de mise en œuvre effective de la situation. Ce suivi à 3 et 6 mois permet aussi, lorsque la solution a déjà été mise en œuvre et que tout est OK, de faire le point avec la personne concernée, vous assurer que sa situation de santé n'a pas évolué, que l'environnement professionnel dans lequel elle se trouve n'a pas subi de gros changements, de grosses réorganisations, et voir si c'était le cas, si ça peut avoir un impact sur sa façon de travailler, sur sa situation de handicap, et si c'est nécessaire d'avoir une veille particulière qu'on peut proposer pour pouvoir réintervenir aux besoins et pas attendre que la situation ne se dégrade et qu'on nous appelle au dernier moment. On retrouve vraiment ce souci de la proactivité qui était soulevé tout à l'heure par Monsieur Goertz, c'est de se dire, ben, n'attendons pas le dernier moment, soyons vigilants tous ensemble. Vous avez des acteurs qui sont à votre disposition pour vraiment travailler main dans la main et que les situations ne se dégradent pas sans qu'on ne puisse rien y faire. Alors, justement, Irène, j'ai une question, puisqu'on parle d'anticipation. Bonjour, un employeur peut-il être accompagné en amont d'une visite au médecin du travail pour un agent présentant vraisemblablement un trouble cognitif en vue d'une reconnaissance de handicap afin d'assurer un maintien dans l'emploi? Alors, oui, il y a des préalables. C'est-à-dire que l'employeur qui peut être de très bonne volonté et orienter une situation chez nous, il faut au moins qu'il puisse avoir un échange avec l'agent concerné et que l'agent soit informé de la démarche de son employeur vers nos services. Nous, en tout cas, on va s'assurer de ça. On a interdiction d'appeler un agent comme ça du jour au lendemain sans qu'il soit à minima informé de ce que l'employeur recherche pour lui. Ensuite, on va essayer de capter aussi l'attention du médecin du travail parce que même si on peut apporter un conseil, inciter l'agent à faire reconnaître sa situation de handicap d'un point de vue administratif, c'est important pour nous d'avoir l'aval et l'avis du médecin du travail avant toute intervention plus concrète et plus avancée. Donc, il y a effectivement tout un préalable, une rassurance, un niveau de conseil qu'on peut apporter, mais quoi qu'il en soit, on ira chercher l'accord de principe du médecin du travail pour notre intervention et on demandera si le médecin du travail peut recevoir cet agent, le mettre dans la boucle et pouvoir ainsi commencer à intervenir de façon vraiment concertée. Donc on a compris, il faut l'avis, il faut accompagner la personne, ok, mais son avis, avoir un avis éclairé de la personne et un travail avec le médecin du travail, impératif avant de vous solliciter. Tout à fait. Après, si la collectivité nous sollicite directement, bien sûr qu'on sera attaché à lui apporter tous ses conseils. On essaiera de comprendre avec elle quelle est la situation dans laquelle elle se trouve. Mais vraiment, le préalable, avant que nous, on puisse prendre contact avec l'agent, ne serait-ce que pour un entretien de rassurance et de lui donner ces informations-là, il faudra que l'employeur ait pu avoir un échange avec son agent et lui expliquer la raison de sa démarche parce que bah, les agents peuvent être aussi inquiets et de se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va se passer si je fais ma déclaration, ça y est, je suis dans le viseur. C'est pas ça. Si l'employeur a vraiment cette envie d'avancer pour le bienfait aussi de son agent et de l'ensemble de la collectivité, c'est d'avoir un échange très simple, très sincère et de dire, ben voilà, je remarque qu'il y a des difficultés, peut-être que la personne en a conscience, peut-être pas. J'aimerais t'aider. Voilà ce qu'il est possible de faire. J'aimerais, avec ton accord, pouvoir contacter cet organisme ou quand au moins cet organisme puisse te joindre
Est-ce que tu m'autorises à donner tes coordonnées pour que vous puissiez en échanger? Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention commune. C'est vrai que promouvoir l'apprentissage, l'insertion, le maintien dans et en emploi, eh bien, ça répond à des enjeux majeurs, hein. C'est aussi accompagner des situations individuelles qui ne sont pas simples. Les raisons sont souvent complexes et même des fois multifactorielles. On vient de nous poser cette question justement, d'avoir bien sûr à l'esprit que un accompagnement, eh bien, c'est aussi derrière la prise en compte bah, de la personne et de ses attentes. Et donc, là aussi, eh bien, le centre de gestion qui accompagne les employeurs territoriaux, leurs agents dans leur parcours, eh bien, ça passe par le correspondant handicap du centre de gestion avec des missions qui sont polyvalentes et qui agissent un peu comme un pont entre les employeurs publics, les agents en situation de handicap, le FIPHFP et le Cap Emploi 71. Alors, le rôle du référent handicap hein, au centre de gestion, je le rappelle, eh bien, c'est d'assurer les conventions et travailler de manière transversale avec les différents services du centre de gestion impliqués dans le suivi des dossiers individuels, mais c'est aussi guider les employeurs dans leur démarche de demande d'aide et de déclaration annuelle auprès du FIPHFP. Et puis, c'est eh bien, aux employeurs, aux dirigeants territoriaux de poursuivre leurs efforts pour recruter, intégrer des apprentis et des personnes en situation de handicap. Alors, sur le volet handicap, le CDG, voilà, est un acteur incontournable, mais aussi c'est un acteur majeur du recrutement au service des employeurs publics territoriaux. Il intervient comme opérateur ou intermédiaire pour favoriser le recrutement sur les emplois publics territoriaux à pourvoir pardon, dans le département selon des conditions et des modalités variant en fonction des différentes voies d'accès de la fonction publique. Alors pour en parler, eh bien, je vais maintenant passer la parole à mes deux collègues, Madame Thaler Léonard, responsable du pôle mobilité d'emploi, et puis Madame Felu-Mégane, qui est chargée d'accompagnement des parcours professionnels. Alors je vais commencer par Sabine. Est-ce que tu peux nous présenter les missions du pôle mobilité emploi et puis quels sont les besoins en matière de recrutement des collectivités du territoire? On sait qu'aujourd'hui, on est face à des problématiques d'attractivité, on a des emplois en tension. Mais donc voilà, je voulais, si tu pouvais apporter eh bien, quelques précisions justement sur ces besoins en matière de recrutement. Oui, merci David. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le pôle mobilité emploi du centre de gestion, alors il est connu des collectivités. C'est une équipe de 8 personnes, tout d'abord, avec des missions qui sont confiées par les textes pour répondre aux besoins des collectivités. Alors, les principales missions, pareil, elles sont connues, c'est la publicité des vacances d'emploi, ce qui nous permet, nous, centre de gestion, d'avoir une vue globale et on va dire actualisée des besoins de recrutement des collectivités. Rappelons aussi que par définition, tous les emplois vacants sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et ça, voilà, on n'en a pas forcément conscience. Il y a des voies d'accès qui sont dérogatoires, alors même qu'il faudrait un concours. Eh bien, sous condition de diplôme, le concours n'est pas exigé pour accéder à l'emploi quand on est en situation de handicap. Voilà, donc on assure aussi la promotion de l'emploi public territorial. Et là, concrètement, le pôle mobilité emploi va se rendre sur les salons à la rencontre des demandeurs d'emploi, dont les demandeurs d'emploi en situation de handicap, hein, pour réaliser cette information, puisqu'il a aussi une mission d'information, une mission générale d'information sur l'emploi territorial. Et le texte précise même notamment l'emploi des personnes en situation de handicap. Il faut faire connaître l'emploi territorial. Aujourd'hui, il y a un déficit de connaissances du grand public sur le contenu des missions et sur les voies d'accès. Donc, nous sommes là pour en parler largement. Et voilà, donc nous avons un certain nombre d'actions déjà prévues concrètement. J'y reviendrai dans une minute.
On fait aussi de l'aide au recrutement et ça, il ne faut pas que les employeurs territoriaux hésitent à nous solliciter dès lors qu'ils ont un projet d'insertion d'une personne en situation de handicap, parce que bah, nous avons potentiellement un vivier de demandeurs et là des projets en la matière, parce que le centre de gestion, dans le cadre de sa collaboration active avec le Cap Emploi, notamment, on en a beaucoup parlé, a pour projet de développer effectivement le vivier de candidats potentiels, d'aller à la rencontre des demandeurs d'emploi. Hein, il y a déjà des actions prévues et d'informer aussi ce qu'on appelle nous les publics relais, notamment les conseillers de France Travail et de Cap Emploi, sur les débouchés, sur les critères aussi de recrutement, les exigences des employeurs territoriaux et la diversité des métiers qui n'est pas connue. Hein. Il y a quasiment 250 métiers dans les collectivités. Voilà, ça c'est le principal. Et donc le centre de gestion a un rôle à jouer en matière de recrutement, mais aussi en matière de maintien dans l'emploi. Et là, voilà, nous avons aussi avec nous depuis peu une chargée d'accompagnement des parcours professionnels qui intervient aussi sur ce volet-là pour participer à l'accompagnement et réaliser l'accompagnement des personnes, alors en PPR. Et puis, sans être en PPR, en besoin d'aide au maintien dans l'emploi, toujours en lien avec Cap Emploi, c'est important. Le centre de gestion, il faut le dire aussi, est soutenu par le FIPHFP dans toutes ses actions et c'est un partenaire extrêmement précieux. Donc, il faut aussi le souligner, sachant que bah, voilà, c'est important pour le centre de gestion de participer effectivement aux actions du Handipact, mais aussi de se faire le relais, voilà, au-delà de ce que effectivement peut proposer Cap Emploi, mais le relais au quotidien d'informations sur les aides, etc., du FIPHFP auprès des employeurs. Donc, vous qui nous écoutez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter le centre de gestion pour la mise en œuvre de vos projets de maintien comme de reclassement. On a aussi une mission générale sur les données, voilà, puisque on est au cœur de l'observation de l'emploi territorial. C'est ce qui nous permet aussi d'être pertinent dans les conseils et l'information aux demandeurs, sachant que ben, on a aussi prévu d'augmenter nos contacts avec les CFA, avec les missions locales, puisque le centre de gestion peut aussi aider les collectivités à recruter leurs apprentis, et il va jouer là le rôle on va dire, de relais aussi auprès du CFA en tant que de besoin pour permettre la réussite des contrats d'apprentissage et leur déroulement à bon terme dans des bonnes conditions avec éventuellement des conseils sur les aménagements nécessaires. Donc là, pareil, si vous souhaitez recruter un apprenti en situation de handicap, là, on n'a d'ailleurs pas la contrainte de limite d'âge, donc c'est important de le savoir, hein, ce qu'on a par ailleurs en matière de handicap. Ben, n'hésitez pas à contacter le pôle mobilité emploi qui vous aidera à trouver et à conserver, à accompagner votre apprenti au cours des prochaines années. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et du coup, en termes de projet, pareil, hein, on insiste quand même sur la collaboration avec le Cap Emploi. On sera présent dans tous les lieux uniques d'accompagnement du territoire à partir du début d'année prochaine pour aller à la rencontre des demandeurs d'emploi potentiellement intéressés par les collectivités et leur donner toutes les informations sur les voies d'accès, les préparer aussi, leur donner des conseils pour postuler. Et on a aussi un service intérim qui permet à ces personnes de pouvoir être sur des contrats à durée déterminée. Là, on les recrutera, on les accompagne, on en accompagne déjà un certain nombre. C'est une porte d'accès vers l'emploi durable, hein, le fait de pouvoir faire des missions d'intérim dans les collectivités. Donc là aussi, c'est au cœur de notre action 2025. On va continuer, poursuivre ce recrutement de personnes en situation de handicap. Donc, sachant qu'on peut aussi monter des actions de sensibilisation pour préparer l'accueil aussi d'une personne en situation de handicap si besoin. Donc là aussi, n'hésitez pas si vous avez des projets à anticiper vos demandes et à les préparer, à préparer cet accueil avec nous. On vous donnera les conseils utiles. Alors Mégane, justement, je vais juste laisser se présenter et expliquer un peu l'émission voilà, chargée d'accompagnement des parcours professionnels, qui a aussi un rôle à jouer en matière d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Oui, merci Sabine, bonjour à tous. Alors Sabine m'a bien annoncé déjà, donc moi j'accompagne effectivement les agents pour
Tous leurs projets d'évolution professionnelle, donc que ce soit de la mobilité subie ou choisie. Donc, je vais intervenir sur le conseil en évolution professionnelle, le maintien dans l'emploi et notamment les KPPR. Donc, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse évolutionprofessionnelle@cdg71.fr si vous avez des questions ou tout simplement pour, euh, pour de, pour de l'aide. Voilà. Et pour compléter ce que dit Megan, effectivement, notre rôle là est un rôle actif dans la mesure où dans l'accompagnement, on a des outils également, notamment la mise en stage, la recherche de stage auprès d'autres collectivités pour aider vos agents en PPR ou voilà, en risque d'inaptitude physique à l'emploi à aller voir ailleurs voilà, dans les métiers cibles potentiellement et pouvoir avoir une expérience dans une autre collectivité. Donc, on peut porter des conventions intercollectivités donc voilà, pour cette information importante qui peuvent à la fin déboucher sur des recrutements externes, voilà, possiblement. Donc, en résumé, vous proposez une offre clé en main et à la carte. On est quand même pas mal, hein, je veux dire, là. Donc, il y a tous les leviers, en tout cas, pour réussir ces missions et ce beau projet qui est l'insertion. On arrive dans la dernière partie de ce webinaire qui va finalement être un peu une conclusion, puisque on a déjà dépassé notre temps de 5 minutes. Alors j'ai envie de poser la question aux intervenants. Vous êtes tous acteurs, nous sommes tous acteurs du handicap. Aujourd'hui, quelles seraient les recommandations qu'on pourrait faire justement aux employeurs, aux personnes en situation de handicap, pour justement eh bien, aller vers une inclusion dans la fonction publique territoriale? Si je peux me permettre, David, je me dis que finalement, il faut peut-être pas trop se poser de questions. Si à un moment donné, la collectivité a un réel besoin de recrutement, euh, il faut qu'elle soit vraiment au clair avec la nature de ses besoins, les compétences qu'elle recherche, et ensuite, comme elle s'adresserait vers une agence d'intérim ou une agence de recrutement classique, qu'elle ait vraiment le réflexe d'y associer le centre de gestion, Cap Emploi, et tous ces acteurs spécialisés. Après, le jeu des correspondances entre le bon candidat, le bon poste, tout ça, ça se travaille ensemble, ça se prépare. Tant qu'ils peuvent être dans l'anticipation, c'est bien qu'ils le fassent. Et tout ce qui va être spécificité, rassurance, sensibilisation, euh, qu'ils sachent vraiment qu'ils ont des partenaires spécialistes à leur disposition et on va les accompagner. De la même manière, pour maintenir un collaborateur en situation de handicap, qui ne se pose pas trop de questions non plus, il nous contacte, il vous appelle, on se met en lien avec les équipes de médecine du travail, les infirmières, assistantes sociales. Voilà, il y a vraiment tout un staff autour qui est très performant. Le FIPHFP, Monsieur Gertz, qui répond aussi à nos questions dès qu'on a un doute sur telle ou telle mise en place d'une aide. Et on se met autour de la table pour se poser les bonnes questions et trouver des solutions. Ensuite, si c'est impossible, dont acte, on oriente autrement. Mais la plupart du temps, quand c'est orienté au bon moment, on arrive à trouver des solutions pour que ce soit du gagnant-gagnant. Donc, il ne faut pas hésiter. On les accompagnera après pour tout ce qui est détails, sensibilisation et autres questions. Donc, se former, adopter les pratiques de recrutement, accompagner les parcours et ne pas hésiter à utiliser en tout cas tout le panel des acteurs qui tournent autour de la question du handicap, mais toujours donner des réponses aussi adaptées, raisonnables, hein. On le sait, c'est peut-être ça aussi qui peut faire peur des fois aux employeurs. Sur le long terme, eh bien, c'est mettre en œuvre des perspectives. On l'aura compris, pardon, les collectivités pourront créer eh bien, un environnement de travail eh bien, à ma foi plus équitable, inclusif et bénéfique à tous les agents. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, votre participation. Je remercie également eh bien, l'ensemble des acteurs ayant œuvré à la réussite de ce webinaire par la qualité des réponses apportées, les moyens techniques mis à notre disposition. Et je vous souhaite eh bien, une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans vos collectivités.
Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.